Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents à l'inauguration, en fin de compte, de la deuxième saison, puisqu'il y en a eu une première l'année dernière, la deuxième saison de ces ciné-conférences musicales qui, vous le savez, regroupent en tout cas les relations entre compositeurs et réalisateurs au cinéma. Donc, en fin de compte, décortiquer ce qu'une musique de film peut faire ou ne pas faire, ou influer sur l'image, en tout cas, c'est qui est son rôle a priori. Je tenais au départ à remercier euh, la ville de Saint-Raphaël pour la gratuité de ces ciné-conférences suivies du film, hein, tout au long de l'année. Donc ça, c'est déjà une première étape qui est importante. Je trouve que nous sommes donc soutenus. Je tenais à aussi remercier l'équipe, toute l'équipe technique du Lido, bien entendu, qui sont sans eux, je ne peux rien faire. Même pas les lumières, même pas l'électricité, rien, l'enregistrement, tout. Remercier le conservatoire avec qui nous avons le partenariat, bien entendu, et avec le cinéma, le Lido. Remercier les affaires culturelles aussi dans un autre sens, c'est que vous avez peut-être appris que certaines de ces conférences vont être reproduites spécialement pour l'éducation artistique et culturelle pour le lycée Saint-Exupéry, donc pour les lycéens qui sont en seconde, première, terminale et qui ont des options musique ou cinéma, ou éventuellement ceux qui sont curieux en plus, mais qui ont l'option donc musique et cinéma, et donc qui pourront bénéficier certains après-midi de ces conférences-là qui ont été choisies dans l'année par leurs professeurs respectifs. Donc ça aussi, c'est une avancée certaine pour la transmission et la pédagogie qui est en rapport. Voilà, je crois que nous pouvons... voilà, j'entends que c'est l'heure de commencer. On me fait le signal de téléphone. Je vous remercie, parce que ça me donne tout de suite le signal. Donc je peux commencer. Merci. Merci, mais ça tombe, c'est ça le hasard. Le hasard et l'indéterminisme, ça permet de structurer aussi le musical. Donc, aujourd'hui, John Carpenter, aujourd'hui, un des maîtres du cinéma d'horreur, soi-disant. Nous surfons sur la dernière vague d'Halloween. Et c'était important de mettre en avant un réalisateur qui est, somme toute, assez singulier, puisqu'il y a très peu de réalisateurs qui réalisent à la fois leurs films et qui fabriquent leur propre musique pour le film. Alors nous étions quittés l'année dernière en juin avec Alexandre Astier, qui lui fait tout. Et là, nous rentrons donc en novembre là, avec John Carpenter, qui lui aussi donc, réalise ses films et fabrique la musique. C'est assez important. Charlie Chaplin l'a fait aussi. Bertrand Bonello le fait aussi. Il y a plusieurs réalisateurs, mais enfin, ils sont quand même peu nombreux à mettre la musique sur le film. Et donc à inventer un univers qui est en rapport complet avec l'intimité de leur image. Ça me paraît assez important de le souligner. John Carpenter, lui, est né en 1948 et son parcours de vie est tout à fait traditionnel. Son père voudrait qu'il fasse du violon, ça ne fonctionnera pas. Donc il va faire quoi? Du folk, du rock, etc. pendant son adolescence. Ça sera toujours quelque chose qui va le passionner. Et c'est en 1974 qu'il va sortir de l'école de cinéma de l'Université de Californie du Sud, et qu'il va sortir son premier film qui s'appelle Dark Star, en 1974, qui est un film un peu fauché, forcément, il n'est pas connu du tout. Il se lance dans le cinéma, et le cinéma, avec toutes ces influences dont nous parlerons un petit peu après, le cinéma, sans trop de moyens, fait que il raccorde des éléments, il se fait connaître d'une certaine manière avec certaines images, avec des effets spéciaux un peu fabriqués, un peu bricolés, et il va fabriquer donc aussi sa propre musique. Alors, je reviens un petit peu en arrière sur l'idée de une musique de film influe tout de suite sur le caractère même du film, la forme que le film va prendre. Nous savons dès le départ qu'est-ce que le film va contenir
en émotion, en surprise, en rupture, en peur, éventuellement. Et je voulais juste vous montrer un petit élément. Il est certain que si je joue quelque chose comme ça, vous vous dites « Ah, c'est une belle histoire qui s'annonce ». Enfin, je pense. Vous dites ah, c'est peut-être une histoire plutôt romantique. Il est vrai que là, la musique donne une certaine intensité dans ce sens-là. Bien entendu, si je fais ça, il y a une autre intensité qui se donne. On va dire, on va peut-être bien s'amuser dans ce film-là. Et la musique des films d'horreur fabrique quelque chose qui vous déterritorialise, c'est-à-dire vous enlève de vous-même et vous met à côté, c'est-à-dire vous met mal à l'aise parce qu'elle utilise soit des effets, soit des musiques qui sont beaucoup plus récentes et donc qui n'ont pas les mêmes fonctionnalités, les mêmes points de repère que les musiques qu'on a l'habitude d'écouter. Hein, si je joue comme ça, vous dites oui, c'est de la musique normalement constituée, il n'y a pas de souci, même si c'est un peu jazz. Ça peut être jazz, tout ça, mais vous avez des points de repère. Vous avez donc des mécanismes de mémoire qui se raccordent avec vos émotions personnelles et donc vous vous attachez à rentrer dans l'image d'une manière à peu près normale. Tout fonctionne normalement. Avec la musique des films d'horreur, il y a cette espèce de passer à côté de votre propre mémoire et de vos propres convictions. Alors, par exemple, si je veux faire un effet et que je rentre dans un film d'horreur et que je me dis il faut quand même quelque chose avec des dissonances, avec quelque chose qui va vous mettre mal à l'aise, je vais donner un effet, par exemple, je vais faire ça. Là, vous vous dites, il va se passer des trucs étranges. À mon avis, ça ne met pas forcément dans un grand confort, me semble-t-il. Vous êtes donc dans cet inconfort parce que cette musique-là n'a pas les mêmes points de repère que les musiques que l'on écoute en général. Alors bien entendu, il peut y avoir des harmonies aussi. Et ces harmonies-là, on va les voir développer, entre autres par John Carpenter. Il suffit de prendre quelques accords. Si je joue cet accord-là, la logique, c'est que si je veux déplacer l'accord d'une manière plus classique, je vais faire quelque chose comme ça. Ça sonne très bien. On se dit, wow, c'est beau, c'est un bel univers. Tout est rose, tout est normal. Si maintenant je décale l'accord d'une certaine manière et que je reprends le même, déjà là vous dites, c'est plus étrange. Je ne sais pas si vous le ressentez. Hein. J'essaie de vous faire passer cette émotion de l'étrange. Vous dites, oh là là, on s'enfonce dans quelque chose d'impalpable, il va forcément se passer quelque chose de terrible.
C'est un peu le jeu que vous trouvez dans certaines grandes musiques de films comme celle de Basic Instinct. Vous vous souvenez de Basic Instinct quand c'est sorti? Vous avez une musique de Jerry Goldsmith qui était qui était très très belle d'ailleurs, hein, donc ces accords qui s'enchaînent vous mettent dans un univers décalé. Parce que ces accords n'appartiennent pas à la même gamme. Donc on est tout le temps en train d'être à côté de quelque chose qui serait normal. Donc on est dans l'anormal, on est dans le décalage, on est dans la surprise, mais dans la mauvaise surprise. Alors je vais vous faire écouter la première musique que John Carpenter fait sur Dark Star. Vous allez écouter donc cet extrait, vous allez voir qu'il utilise complètement le jeu, ce que je viens de faire en fin de compte, ces accords-là. Et pourtant, ce n'est pas complètement un film d'horreur, c'est un film de science-fiction qu'il fait. Sa première idée est un film de science-fiction, je vous dirai pourquoi un petit peu après. Une science-fiction, mais dont le sens est quand même assez tragique. Il a le sens du tragique, John Carpenter. Donc forcément, il va travailler sur une musique qui vous rend le tragique palpable. Alors, on va écouter cette musique donc avec quelques images de Dark Star. C'est de la tragédie par avance avec la musique. Nous sommes en 1974. Je rappelle que donc c'est son premier film. C'est la même année où sort un autre film, donc non pas de science-fiction mais d'horreur, qui a marqué les esprits du cinéma. C'est Massacre à la tronçonneuse.
1974. Hein, voilà. On est dans ce contexte-là aux États-Unis, dans ce principe-là de l'évolution, en tout cas, de l'histoire du cinéma. Et vous avez remarqué que donc, ces accords-là, qui sont tragiques, sont relativement simples, mais toujours en décalage. C'est-à-dire, vous avez entendu. Et puis tout d'un coup, et on revient. Voilà, on a toujours le on a quelque chose de cet ordre-là, ce côté un peu maléfique qui ressort de l'enchaînement d'accords qui n'appartiennent pas à la même tonalité. C'est une force. Alors vous avez remarqué qu'il utilise des synthétiseurs avec un certain grain. Hein, une répétition de la mélodie, et puis des basses avec une granulation très, je vais dire, très sensitive, très biologique. Hein, il utilise des synthétiseurs de l'époque et donc des sons qu'on appelle analogiques. Ce ne sont pas encore des sons synthétiques. Ce n'est pas des sons numériques en fin de compte, ce sont des sons analogiques qui sont faits directement à partir du courant électrique, hein, qui sont retransformés et donnés tels quels, donc qu'on peut manipuler au grain près quelque part et qui sont donc très riches en soi. Alors, je passe tout de suite à 1976. 1976, il fait son deuxième film qui sera donc cet assaut sur le Precinct 13. Ce film-là est une relecture, parce que bon, il se cherche un petit peu mais il est toujours dans le tragique, et il se cherche un peu, et il va faire une relecture d'un film qui s'appelle Rio Bravo, un film de 1959, qui est un western, dans lequel un petit groupe de personnes est assiégé par beaucoup de monde tout autour, hein, bien entendu, toute une armada qui veulent leur mort, etc. Et donc ils sont une petite poignée à chercher à se défendre. John Carpenter reprend le même principe en déplaçant le western vers l'urbain. On est donc dans un office de police, etc., qui va être donc attaqué, et il n'y a que 4-5 personnes à l'intérieur qui vont chercher à se défendre. Et déjà, John Carpenter, dans ce film, utilise à la fois les moyens des films d'action, et il a l'intuition d'utiliser aussi les éléments du thriller, en fin de compte, de ce côté qui fait peur, les angles de vue, les montages au niveau du cinéma. Et il va mettre une musique qui a aussi cette granulation, avec un côté peut-être plus rythmique, mais une granulation synthétique que nous allons écouter un petit bout. Voilà, donc nous allons écouter un petit extrait, et vous allez voir que là... Et voici le thème, toujours aussi simple. Hein. Et l'aigu qui arrive. Voilà, toujours une inspiration plutôt rock, mais toujours avec cette idée même de se faire sortir par la granulation du son, hein, ce côté qui accroche, qui vous touche dans le ventre, hein, cette granulation des basses qui vous accroche et qui vous mettent quand même quelque part un peu en porte-à-faux, même si les notes qui sont utilisées, les éléments qui sont utilisés sont relativement simples. Hein. Il est toujours très simple. Hein. Il n'a pas fait d'études musicales secondaires ou voire même très très poussées. Il a une intuition et il le travaille par lui-même. Alors, ces intuitions et ce fait qu'il utilise le synthétiseur vient d'un ensemble d'influences qu'il a eues
donc dans sa jeunesse, dans son adolescence, dans son étude du cinéma, bien entendu. Et là, un des premiers films qui l'ont profondément marqué est un film qui s'appelle, je pense que vous devez le connaître, qui est sorti en 1956 et qui s'appelle Planète interdite. Planète interdite est un film de science-fiction avec, je ne sais pas si vous rappelez, il y a même un robot, il s'appelle Robbie le robot, hein, donc un film de science-fiction donc de cette époque-là. Et en 1956, c'est non seulement un film de science-fiction, mais qui raccroche avec le passé, c'est-à-dire que c'est une relecture de la Tempête de Shakespeare sous l'angle de la science-fiction. Donc ça, c'est déjà important de voir qu'il y a une relation de l'histoire théâtrale, de l'histoire de la littérature même théâtrale, en termes de cinéma au niveau américain. Et en même temps, c'est le premier film qui va utiliser, bien sûr, il va y avoir de la musique, mais on ne marque pas musique, mais on marque tonalité électronique. Ce n'est pas de la musique, ce sont des tonalités électroniques. Et John Carpenter va être très marqué par ce film-là, parce qu'en fin de compte, c'est d'une avant-garde totale. Dans les années 50, vous avez les compositeurs de cinéma utilisent des orchestres, ils utilisent la profusion orchestrale. Et bien entendu, c'est tout le côté clinquant de l'orchestre qui va fournir, en fin de compte, toutes les émotions possibles aux images. Là, c'est un film qui, vous allez en avoir un extrait, en tout cas, vous allez voir en tout cas un extrait de la musique, vous allez voir qu'on est déterritorialisé, comme je le disais tout à l'heure. Écoutons cet extrait musical de... Voilà, tonalités électroniques essentiellement sur tout le film, qui fait que nous sommes dans un autre espace, nous sommes sur une autre planète, nous sommes ailleurs. Et c'est l'électronique qui rend compte de cet ailleurs. John Carpenter va s'en souvenir puisqu'il va être un des premiers à utiliser, justement, pour faire sa propre musique, le synthétiseur. Et il utilise le synthétiseur, bien entendu, vous savez certainement pourquoi, c'est-à-dire qu'il vaut mieux utiliser un synthétiseur dans son studio et l'enregistrer que d'utiliser tout un orchestre, parce que ça coûte bien moins cher. Et oui, forcément, c'est les débuts de John Carpenter, mais ça va être aussi son image de marque quelque part. Ça va fabriquer son image de marque sonore, au-delà du visuel. Ça, c'est assez important aussi chez lui, donc d'utiliser intuitivement le son du synthétiseur, parce qu'il le maîtrise tout à fait. Et vous le verrez d'ailleurs jouer à la fin de cette conférence sur un synthétiseur. Et en même temps, avec toutes les influences qu'il peut avoir et ce côté dramatique qu'il veut mettre en avant avec le son synthétique. Alors, c'est une première influence, c'est ce film Planète interdite, suivi d'une deuxième influence. En fin de compte, il va être très impressionné par le compositeur, en fin de compte, qui est attitré, je vais dire, d'Alfred Hitchcock, qui s'appelle Bernard Herrmann, que je développerai d'ailleurs à la conférence du mois de décembre, hein, Herrmann Hitchcock, hein, le 10 décembre prochain. Herrmann va aussi utiliser, alors avec l'orchestre, mais va utiliser des principes de décalage pour rendre compte justement de l'univers hitchcockien, donc de cet univers qui peut faire peur, de cet univers qui peut entrer en désaccord avec des émotions, je dirais, relativement simples que nous pourrions avoir. Et en fin de compte, nous sommes donc dans une peur constante. Alors, on va écouter ce passage de Vertigo, donc Sueur froide,
1958. Donc à Hitchcock, voilà. Alors l'élément principal, vous l'avez entendu, c'est un petit arpège de 4 notes qui va être harmonisé avec certaines dissonances. Et cet arpège-là, juste pour analyser musicalement ce qui se passe, c'est un arpège qui n'a pas, en fin de compte, qui n'a pas de basse. Si je mets une basse, j'en mets une autre, tout fonctionne tout le temps. C'est-à-dire c'est un arpège qui est cyclique, qui n'a pas de fin. D'où le vertige, vertigo, d'où les sueurs froides. Et c'est cet arpège-là qui tourne en rond, comme si c'était une roue à l'infini. Et c'est ça qui fabrique justement la tension musicale du film. Voilà, un simple arpège. Après, harmonisé par Herrmann lui-même, cela donne aussi le contexte du décalage par rapport à l'arpège. Un troisième exemple, et vous avez remarqué que c'est un arpège qui se répète aussi. Relativement, la notion de boucle et de répétition, John Carpenter aussi va s'en souvenir parce que ça permet certaines formes d'émotions, je vais dire, plutôt obsessionnelles. Le troisième élément qui va influencer John Carpenter, c'est un groupe allemand qui justement va utiliser dès 1967, puisqu'ils naissent en 1967, ce groupe, dès 1967 vont utiliser des bruits, des sons et vont se spécialiser dans les ensembles de synthétiseurs. Il s'agit de Tangerine Dream. Tangerine Dream, dont vous allez entendre aussi, là vous allez avoir des basses et des éléments qui se répètent et qui sont en boucle, pour vous amener aussi au John Carpenter qui va s'ouvrir justement sur la notion de film d'horreur. Tangerine Dream, dans cet album qui s'appelle Encore, en 1977, donc ils ont 10 ans d'existence, ce groupe-là, en live, va vous donner ce genre de son. Alors écoutons les sons qui permettent donc d'être non seulement répétés, mais sont mis en séquence. Alors là, vous avez... des séquenceurs qui prennent quelques notes et les mettent en boucle, en fin de compte, sur lesquels vont être tissés des sons qui viennent planer par-dessus. Et ça donne tout un univers avec, en fin de compte, ce que John Carpenter recherche, c'est-à-dire d'avoir un maximum, dans ses films en tout cas, un maximum d'effets avec un minimum de moyens. C'est ce qui lui permettra justement de faire donc toutes ces économies au départ, parce qu'il ne peut pas se payer non plus d'orchestre. Et donc tout ça va influencer son premier
film d'horreur réellement en 1978 qui va s'appeler Halloween ou La Nuit des Masques. Alors Halloween, c'est un thème, vous allez voir qu'il y a un peu du Tangerine Dream, il y a un peu de Herman, il y a de l'électronique bien entendu, mais écoutons bien ce thème parce que je vais le développer et je vais l'analyser un petit peu plus en profondeur. Écoutons bien ce thème que vous avez tous en tête. Voilà. Bon, vous l'avez tous en tête, vous ne découvrez pas le thème là, hein. C'est un thème absolument génial qui fabrique en fin de compte tout l'univers du film, qui fabrique le personnage, qui fabrique le tueur, qui fabrique les émotions en fin de compte intérieures, qui fabrique le leitmotiv par rapport au montage même du film. Et vous avez remarqué que c'est tout aussi répétitif que tous les thèmes que nous avons entendus auparavant, hein, Tangerine Dream ou Herman, ou les premières musiques aussi de John Carpenter. Sauf que là, le thème, il a une particularité. Hein. Vous l'avez entendu, avec un bruit sourd dessous, comme une percussion qui accompagne, mais c'est plus une percussion, c'est une marche. On dirait que c'est quelqu'un qui marche rapidement. Et donc, il vous court après quelque part. Il marche vite, mais il est immuable. Alors, le personnage de Halloween, je ne sais pas si vous le connaissez, le tueur d'Halloween s'appelle Michael Myers. Michael Myers, c'est un tueur étrange qui n'a pas de psychologie, en fin de compte. On cherche toujours où est sa psychologie. Il n'a pas de psychologie. Il tue, dans le premier film, il tue sa sœur alors qu'il est enfant. Il tue sa sœur à coups de couteau et il va être enfermé dans un asile psychiatrique d'où il va s'échapper 15 ans après. Donc en 63, il tue sa sœur, donc dans une banlieue pavillonnaire telle que les États-Unis connaissent bien, où il ne se passe jamais rien, n'est-ce pas? Tout est tranquille, tous les voisins se disent bonjour, etc. Il y a chacun son petit pavillon, etc. Mais c'est bien là que se passe le premier meurtre. Et 15 ans après, il reviendra dans cette banlieue pavillonnaire, donc typiquement américaine, et que beaucoup de cinéastes ont traité dans leurs films. Je pense à David Lynch, par exemple, dont je parlerai dans l'année. Michael Myers est un personnage qui n'a pas, en fin de compte, on ne sait pas pourquoi il tue. C'est comme s'il était habité depuis le départ par simplement cette mécanique de la tuerie, cette mécanique du geste, cette mécanique, en fin de compte, sans aucune autre intention que de vouloir tuer. Il n'y a pas, oui, il y a une enfance malheureuse, oh non, il a eu des problèmes étant à tel moment, etc. Il n'y a rien de tout ça. C'est un personnage qui est mécanique, qui marche presque comme presque comme un robot, qui a toujours une arme à la main. Et si vous l'avez remarqué, il a aussi un masque qui ne lui donne aucune forme d'expression.
C'est même pas une forme d'expression ni horrible ni quoi que ce soit. C'est pas un masque de clown, c'est pas le masque de Scream, de Ghostface. C'est autre chose. C'est vraiment un masque blanc qui donne et qui enlève toute forme émotionnelle. C'est-à-dire, il est vide. Il est vide intérieurement. Et en même temps, à chaque fois qu'on essaye de le capturer ou qu'on pense qu'on l'a tué, il se relève et ça recommence. Donc il y a quelque chose d'immuable. Donc le thème déjà, le thème répété, c'est déjà le personnage qui est déjà là-dedans, dans l'immuable, dans l'obsessionnel et dans quelque chose qui est inexpressif. Parce qu'en fin de compte, c'est très creux. Musicalement parlant, c'est ni majeur ni mineur. C'est quelque chose, vous êtes un peu dans l'expectative du creux. Et en même temps, vous avez ces notes-là qui descendent. C'est un. C'est-à-dire que c'est les coups de couteau que l'on sent. Ta, ta, ti, ta, 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 ta. Reélan et recoup de couteau, etc., etc. Donc le coup de couteau, il est marqué par les notes descendantes avec un intervalle creux, c'est-à-dire sans intention. En même temps, vous avez l'agencement des notes 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Ça vous donne un côté bancal. Bien que toutes les notes sont égales et que le thème est répétitif, vous avez ce côté étrangement boiteux du thème qui vous met justement en porte-à-faux. On est plutôt à 5 temps qu'à 4 temps, les 4 temps habituels que l'on entend dans toutes les musiques les plus répandues. Vous êtes dans un 5 temps. Et donc cet élément-là va progressivement s'enfoncer, c'est-à-dire qu'une fois qu'il l'a donné, John Carpenter, il descend. Et puis il redescendra encore. Et il descend encore. Et il y a un moment où ça tombe vraiment tout en bas. Et c'est la basse qui va faire remonter comme si le personnage de Michael Myers se relevait de toutes les situations. On pense qu'il est tombé du 2e étage, il est étalé par terre, tout d'un coup on se retourne, il n'est plus là. Ou il y a un moment, il reçoit un coup de feu sur lui-même, donc il tombe, et tout d'un coup il se relève. Enfin, c'est un personnage qui est très difficile à cerner, parce que justement, il n'a aucune forme de psychologie, et qu'il a ce côté animé presque, je dirais, par une forme diabolique qui échappe à tout le monde. Alors, le thème, ce que vous avez entendu, est accompagné d'une basse. Et cette basse va donner au thème du haut son intensité dramatique, en plus, au-delà du mécanique, au-delà de l'obsessionnel, au-delà de cette non-expression. Vous avez... Puis après... chaque fois sur autre chose. Et ça recommence, etc., etc. Voilà, ça recommence toujours, c'est le côté immuable. Et John Carpenter va se servir de ce thème comme leitmotiv de tout le film, bien entendu, et à des moments, il va ralentir le thème avec des tenues. Plutôt que de faire ce rythme-là, il va faire... marquer d'autres éléments émotionnels du film, mais toujours en partant du même thème. Ou alors... ou simplement des moments, des tenues qui vous interpellent sur une image. Hein, nous allons voir comment il va manipuler tout ça. Mais c'est un thème qui, en fin de compte, qui est très bien pensé, qui est très riche en termes de psychologie du personnage, qui n'en a pas. C'est d'un creux absolu. Et en même temps, le son même du film, avec ce côté rythmique, ce côté mécanique
de la musique rend compte de tout ce qui va se passer dans ce film-là, puisqu'en fin de compte, ce n'est pas un personnage qui réfléchit, c'est un personnage qui avance tout le temps et qui va toujours vers son objectif, celui de tuer. Nous allons prendre un petit extrait, et je vais m'amuser à prendre un petit extrait de Halloween, donc La Nuit des Masques, 1978. On va prendre un extrait, on va en prendre une petite partie muette, comme ça, avant que j'analyse un peu l'image, et je vais vous montrer à quel point l'image peut influencer. Alors nous sommes là, avant de démarrer l'image, nous sommes dans un des premières parties du film, où nous avons donc des étudiantes, jeunes étudiantes, à qui il va arriver forcément des choses pas très belles, en fin de compte. Et nous avons donc des étudiantes qui sortent, donc qui vont rentrer respectivement chez elles dans une banlieue pavillonnaire, justement. Alors, qui dit banlieue pavillonnaire dit la tranquillité, le côté vraiment serein de la vie dans la nature. En fin de compte, on est loin de la ville, on est dans la banlieue pavillonnaire. Et donc, on peut s'amuser, exprès pour vous faire oublier le thème de John Carpenter, nous faire amuser. Je vais jouer autre chose, comme si c'était, en fin de compte, il se passait presque rien dans une banlieue pavillonnaire, c'est-à-dire, on peut lancer l'image sans le son. Ensemble. Alors, nous allons reprendre le même du début. Nous allons reprendre et on va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de l'image. Parce que là, je vous ai fait un gros mensonge, bien entendu. Banlieue pavillonnaire, il ne se passe rien. Donc, que voit-on au niveau de l'image? On va regarder sur tout l'ensemble des plans. Donc, vous avez, donc elles sont deux. À gauche, vous avez Jamie Lee Curtis qui va être la guerrière de Michael Myers, c'est celle qui va le poursuivre jusqu'au bout. Nous avons des haies assez hautes avec des rues. Vous avez des voitures garées, des petits arbres. On est vraiment dans la banlieue pavillonnaire. On marche et vous voyez que la troisième vient les rejoindre. Donc on ne l'a pas vue arriver, elle était cachée quelque part. On la voit arriver, donc elles se rejoignent. Elles marchent ensemble et elles parlent de choses tout à fait anodines. Qu'est-ce qu'on va faire ce soir, les copains, qu'est-ce qui s'est passé dans les vestiaires, etc. C'est vraiment l'insouciance qui est mise en avant, une sorte de désinvolture. Et elles traversent, vous voyez, en marchant, on voit que la caméra qui est devant nous, qui les suit donc à l'envers, puis de l'autre côté, en les prenant de dos, elles se retournent, parce qu'elle a oublié son livre, elle a oublié un livre. Elle se retourne, mais intuitivement, il se passe autre chose, c'est-à-dire que la rue qu'elle vient de traverser va faire donc naître cette arrivée de cette voiture. Et c'est elle qui est toujours un peu moins insouciante que les autres, qui regarde ça de manière assez curieuse. Qu'est-ce que c'est que cette voiture qui arrive lentement, puis qui accélère?
Et puis, donc, forcément, l'insouciance fait qu'on l'interpelle. Oui, bah, si tu peux, je sais pas, quelque chose comme, si on peut l'avoir ce soir, peut-être dans notre fête, ce serait bien. Et pourquoi tu t'arrêtes pas? Donc, vous voyez, la voiture s'arrête d'un coup. Donc, lui dit, tu pourrais faire attention à ce que tu es en train de dire, parce que ça pourrait nous attirer des ennuis. Et donc, elle regarde ça d'une manière un peu désarçonnée. Et la voiture repart et va tourner un peu plus loin, sur la droite. Elle disparaît. Et que se passe-t-il? C'est qu'on reprend l'idée de la caméra, on les reprend de face, puis on va les revoir de dos, mais on revoit que celle de gauche, donc Jamie Lee Curtis, reste toujours aussi soucieuse. Elle ne trouve pas ça complètement normal, ce qui vient de se passer, puisque c'est elle qui va être de toute façon impliquée pendant tout le film, hein, les autres aussi, mais d'une manière beaucoup plus dramatique. Donc elle continue à parler de ce qu'on va faire ce soir, etc. Donc la caméra continue à les suivre, et puis les laisse passer, et là, la caméra ne les suit plus, on s'arrête. Et on les laisse partir quelque part vers leur destin. C'est le destin là qui s'annonce, puisqu'elles reprennent la même route que la voiture. Voilà. Il se passe de cet ordre-là, donc on va changer de plan. Le plan va devenir latéral. On va les voir de ce côté-là. Il n'y a plus vraiment beaucoup de grandes haies. On est toujours dans ce pavillon, dans cette banlieue pavillonnaire. Et vous avez donc, on marche tranquillement. Et puis il y en a une qui va les abandonner. Donc c'est celle du milieu qui va rentrer chez elle pour dire bon, à ce soir, on se voit ce soir parce qu'il va y avoir Halloween. En fin de compte, il y a une fête. C'est Halloween. Et elle part. Et c'est toujours Jamie Lee Curtis qui regarde devant elle et qui va s'apercevoir qu'il y a un personnage en face qui est juste là, voilà. Et pendant qu'elle le regarde, l'autre est en train de regarder dans son sac, elle ne le voit pas. Et elle se dit, mais attends, c'est qui? Et elle le dit, c'est Jamie Lee Curtis qui dit, en fin de compte, j'ai reconnu, c'était le chauffard. C'est le chauffard de tout à l'heure, c'est celui de la voiture. Voilà. Et tout s'annonce de cette manière-là. Donc vous avez vu cette séquence-là, vous vous dites, à quel moment John Carpenter met sa musique? À quel moment il nous fait sentir qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un danger? Quelque chose qui s'annonce et qui n'est pas justement, qui n'est pas montré, puisque en jouant ma musique de tout à l'heure, beaucoup plus un peu plus bête, un peu plus facile, on se dit non, il y a l'insouciance. Mais regardons maintenant avec les dialogues et le son, à quel moment il place la musique. Alors, écoutons maintenant avec le son. The game is in the afternoon. I have to get my hair done at 5, and the dance is at 8. I'll be totally wiped out. I don't think you have enough to do tomorrow. Totally. As usual, I have nothing to do. It's your own fault, and I don't feel a bit sorry for you. Donc l'autre les rejoint. Why didn't you wait for me? We did. 15 minutes. You totally never showed. That's not true. Here I am. What's wrong, Annie? You're not smiling. I'm never smiling again. Paul dragged me into the boys' locker room. Exploring uncharted territory? Totally charted. Just talk. Sure. Old Jerko got caught throwing eggs and soaking windows. His parents grounded him. He can't come over tonight. I thought you were babysitting tonight. The only reason she babysits. On passe de dos. Elle va se retourner parce qu'elle pense qu'elle a oublié son livre. I forgot my chemistry book. Et voilà où vient la musique. So who cares? I always forget my chemistry book and my math book and my English book and my French book and who needs books anyway? I don't need books. I always. Donc on se dit cette voiture là, c'est pas la voiture de Monsieur Tout le Monde. Là, il y a un danger qui s'annonce. Ça rend l'image très différente. Et il regarde, il réaccélère. Vous voyez que la mécanique est déjà enclenchée. Et la musique s'éloigne, autant que la voiture disparaît. You know, Annie, someday you're going to get us all into deep trouble. Voilà, c'était la voiture donc. Et quand on va repasser derrière, Well, are we still on
les trois I wouldn't actrices. want to get you in deep trouble, Linda. Oh, come on, Annie. Bob and I have been planning on it all week. All right. Voilà, la caméra va les laisser passer. I'm babysitting the Doyles. It's only 3 houses down. We can keep each other company. Oh, terrific. I've got 3 choices. Watch the kids sleep, listen to Linda screw Voilà. around, and talk to you. Là, la caméra les laisse. Et là, vous avez une deuxième musique qui est dérivée de la première et qui les laisse aller vers leur destin. Et là, la musique supporte cette idée du destin où on se dit, oh là, là, il va se passer quelque chose. Tôt ou tard. Voilà. On revient sur toujours ces petits dialogues sans trop de conséquences, sinon que la fête du soir. About 20 off me, girl. What time tonight? I don't know yet. I have to get out of taking my little brother Saving trick-or-treating. treats for Bob. Fun Voilà, to eat. on est dans l'insouciance. Bye, bye. Et là, Jamie Lee Curtis, pendant que l'autre, voilà. Et là, vous avez à nouveau une musique qui soutient Michael Myers, en fin de compte, réellement. Oh, look. Look where? Et là, elle dit, In the bush. I don't see anything. I drove by so fast that one you yelled at. bien entendu, l'autre ne l'a pas vu. Mais vous voyez comment la musique vient découper les plans qui sont relativement d'une grande banalité au départ. Hein. On a l'insouciance, on a le côté très désinvolte de ces étudiantes qui pensent à faire la fête, à inviter les copains, etc. Et tout à coup, vous avez cette ponctuation musicale qui va s'amplifier au fur et à mesure dans le film. J'ai choisi exprès un élément qui n'était pas trop gore, pour ne pas vous impressionner trop fortement, mais vous avez réellement cette idée que l'ambiance de la musique va découper les images même du film dans les émotions. C'est-à-dire vous dites, oui, il se passe quelque chose d'anormal. Ça, vous avez l'intuition de cette anormalité. Et d'ailleurs, pour souligner Jamie Lee Curtis, qui apparaît là, donc la fille de Tony Curtis, très bien connue pour la série Amicalement Vôtre, entre autres, Jamie Lee Curtis va combattre Michael Myers pendant presque toute la saga d'Halloween, puisque 45 ans après, en 2023, Halloween's End, qui a été sorti au cinéma il y a donc l'année dernière, je dirais, vous avez encore Jamie Lee Curtis qui est là 45 ans après, en train de combattre toujours Michael Myers, qui devient une obsession absolument inconcevable, qui est l'obsession même de sa vie. C'est aussi un élément relativement important. Juste pour dire à quel point John Carpenter, par sa musique, va marquer les esprits, c'est qu'en 1982, il va sortir un film dont il ne fera pas, lui, la musique. Ce film, c'est The Thing, La Chose, qui vient de La Chose venue d'un autre monde, qui est aussi une relecture d'un film beaucoup plus ancien. Et dans The Thing, il fait appel, c'est peut-être une chance pour lui aussi, parce que The Thing a fait aussi le tour du monde. Hein. Halloween l'a fait connaître d'une manière internationale, mais The Thing a été aussi quelque chose qui a été soutenu par les studios américains de l'époque, et c'est comme ça il s'est fait connaître et qu'il a été largement adulé, en tout cas en tant que maître de l'horreur. Dans The Thing, figurez-vous qu'il fait appel à Ennio Morricone. C'est Ennio Morricone qui fait la musique de The Thing. Et que fait Ennio Morricone ? Il va prendre des synthétiseurs et il va mettre des notes qui se répètent. En fin de compte, il va imiter John Carpenter. En écoutant un petit bout de The Thing, vous allez voir tout de suite que nous sommes toujours dans la même ambiance. Comme une respiration, quelque chose d'immuable. Ou un battement de cœur. Vont naître des harmonies par-dessus, un peu étranges. Oui, ça ressemble un petit peu aux harmonies d'Halloween aussi. Et ça s'enfonce.
Voilà, donc voilà, ce côté immuable qui est repris. Ennio Morricone ne se casse pas trop la tête là. Il se dit, mais John Carpenter, il fait ses propres musiques et il veut une musique de moi, ben, je vais imiter ce qu'il fait parce que ce qu'il y a de meilleur, en fin de compte, c'est ce qui va le plus avec sa propre conception du cinéma. Donc même Ennio Morricone tombe dans le piège de John Carpenter. C'est assez intéressant à souligner. Donc, The Thing est le premier film d'une trilogie que John Carpenter va faire qui s'appelle la trilogie de l'Apocalypse. Le deuxième film, donc on est en 82, The Thing, année où sort par exemple Blade Runner, en science-fiction par exemple, c'est 1982. En 87, John Carpenter va sortir celui que vous allez voir tout à l'heure, pour ceux qui peuvent rester en tout cas, Prince des Ténèbres, qui est le deuxième film de cette trilogie de l'Apocalypse. Et il finira en 95 avec L'Antre de la Folie. Voilà, ce sont ces trois films qui sont reliés entre eux. Quand, et là je fais une petite allusion donc au film qui va venir après, que vous allez pouvoir apprécier, dans Le Prince des Ténèbres, que fait John Carpenter? Il reprend presque l'idée d'une note insistante que Ennio Morricone avait déjà développée dans The Thing, et en faisant une note qui saute comme ça. Toujours avec des harmonies qui descendent. C'est-à-dire qu'on est presque comme si la musique avait un deuxième mouvement et se suivait avec le même style de thème. Voici le thème, un des thèmes en tout cas principaux de Prince des Ténèbres, donc 1987. Ouais, les notes descendent aussi. Bon, c'est terrible, hein, comme aussi cette musique-là. Vous voyez, c'est fait avec peu d'éléments, peu de moyens, mais d'une efficacité, en fin de compte, émotionnelle qui reste assez redoutable. Vous avez entendu que John Carpenter imitait Ennio Morricone, qui imitait John Carpenter. Et donc vous avez un suivi complètement. Voilà, nous avons une forme qui se clôt sur elle-même. John Carpenter va continuer à faire des musiques, bien entendu. Je ne vous ai pas montré tous les films ou toutes les musiques, hein. Il y a des musiques superbes. Quand il a fait The Fog en 81, sur ces pirates qui viennent du passé dans le brouillard, il y a des notes qui se répètent dans le grave. Vous avez aussi des notes qui se répètent dans New York 1997, qui est aussi un grand film des chefs-d'œuvre de John Carpenter, qu'on retrouvera dans Los Angeles 2013. Voilà, ces films-là qui ont fait que John Carpenter est devenu un des maîtres de l'horreur dans le cinéma d'horreur. Il a été soutenu quand les films marchaient, il a été abandonné quand les films ne fonctionnaient beaucoup moins, en tout cas par les studios hollywoodiens, hein, par les financiers, qui fait qu'avec ses hauts et ses bas, John Carpenter va décider en 2011, avec son dernier film qui s'appelle The World, va décider de ne plus tourner de films. Donc il range sa caméra dans le tiroir. Et que va-t-il faire à partir de 2011 ? Il va se consacrer à produire des musiques, à faire de la musique sur scène avec un groupe. Alors, il avait monté un groupe qui s'appelait The Coupe de Ville. Étrange nom de groupe, coupe comme une coupe, de ville comme les villes, The Coupe de Ville, dont il avait fait avec ce groupe-là un album en 85, vous voyez, entre The Thing et Prince des Ténèbres. Mais maintenant, que fait-il ? Bien, il a abandonné le cinéma et il va reprendre donc des thèmes lui-même qu'il a conçus, mais en live avec son groupe plus ou moins rock. Et donc, pour finir sur un clin d'œil, vous allez voir dans John Carpenter,
non pas au cinéma, mais en train de jouer du synthétiseur dans son groupe de rock. Et que fait-il là? Eh bien, il joue un thème de L'Antre de la Folie, donc le 3e film de la trilogie de l'Apocalypse. Voilà ce que ça donne. Voilà John Carpenter en train de jouer. Voilà, vous avez vu John Carpenter en train de jouer de la musique réellement. Donc c'était pas un faux témoignage. C'est bien lui qui joue. C'est lui qui joue des synthés. Vous voyez avec quelle aisance il se comporte sur scène, comme s'il était délivré d'un poids qui était peut-être le cinéma pour lui, qui était devenu un poids suffisant pour qu'il arrête de tourner carrément. Là, nous étions dans le Grand Rex de Paris, le 9 novembre 2016, c'est-à-dire quasiment 6 ans jour pour jour. Nous sommes le 5 novembre 2024, donc il y a 6 ans, il y a 8 ans, 8 ans, pas 6 ans, 8 ans jour pour jour, il était au Grand Rex, donc à Paris, en train de jouer donc sa propre musique, dont ce thème de l'Antre de la Folie. Donc voilà, je vous remercie pour votre écoute et surtout, je vais vous remettre Halloween en tête parce que vous ne l'avez peut-être pas encore assez écouté. Comme c'est suffisamment obsessionnel comme ça, vous allez en rêver cette nuit. J'espère. En tout cas, vous reprenez cette analyse du thème. L'attente. Merci à John Carpenter pour ces musiques-là qui nous rentrent vraiment dans la mémoire de manière très simple, mais en même temps complètement indélébile. Voilà, vous pouvez dormir tranquille. Ceci dit, Michael Myers, visiblement, est mort dans le dernier film de 2023. Donc, vous n'avez plus rien à craindre. Mais ceci dit, c'est une saga. Ça fait partie de ces sagas qui ont marqué l'histoire de la musique, de l'histoire du cinéma d'horreur et donc de la musique en rapport avec ce cinéma d'horreur. Donc, si vous le voulez bien, je vous donne rendez-vous en décembre, le 10 décembre, mardi 10 décembre, à 19h, pour voir quelque chose d'un peu plus classique, mais tout aussi marquant, qui est le rapport qu'entretenait Alfred Hitchcock avec Bernard Herrmann, donc
un des compositeurs favoris en fin de compte d'Hitchcock, et qui sera suivi par le film Psychose, qui est aussi un élément aussi incontournable du film dérangeant, du film qui fait peur, du film qui n'est pas dans les normes du quotidien, on va dire. Je vous remercie pour votre écoute, merci beaucoup, et je vous souhaite une bonne fin de soirée avec Prince des Ténèbres.